Le fil info. Ici Zach Langlois, voici votre fil d'actualité de l'Association des radios communautaires de l'Ouest et des Territoires. La Saskatchewan se joint au Terre-Neuve-Labrador dans son recours judiciaire concernant la péréquation. La Saskatchewan a décidé de soutenir Terre-Neuve-Labrador dans son recours constitutionnel pour faire invalider la formule actuelle de péréquation. Selon les deux provinces, la formule de ce programme de transfert fédéral de fonds est injuste. Dans une publication publiée sur son compte X, anciennement Twitter, le premier ministre Scott Moe a affirmé avoir demandé à la ministre de la Justice, Bronwyn Harry, de contacter la province atlantique afin de discuter des possibles interventions de la Saskatchewan pour soutenir sa cause. Vendredi, Bronwyn Harry a affirmé que la Saskatchewan agira à titre d'intervenant dans cette affaire. Madame Harry estime qu'il est important d'être solidaire avec l'action en justice de Terre-Neuve et Labrador. Elle considère qu'il s'agit d'un bon moment pour contester la formule de péréquation actuelle. La Saskatchewan n'a pas reçu de paiement de la péréquation ces 17 dernières années. Jeudi, Terre-Neuve et Labrador a annoncé qu'elle poursuivrait dans une cour de la province le gouvernement fédéral pour tenter de modifier la formule de péréquation. Selon le gouvernement, dans sa formule actuelle, la péréquation empêche la province atlantique de récolter des milliards de dollars à long terme. La péréquation est un programme fédéral qui redistribue certains montants à différentes provinces pour assurer un niveau de service juste à travers le pays. Le gouvernement verse annuellement des paiements de péréquation aux provinces en fonction de leur capacité à générer des recettes, ce qui signifie que les contributions seront nécessairement inégales d'un bout à l'autre du pays. Le porte-parole du nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan en matière de finances, Trent Witherspoon, critique l'approche du Parti saskatchewanais dans le dossier de la péréquation. En 2018, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a proposé pour la première fois de modifier la formule de péréquation pour qu'elle tienne compte du nombre d'habitants. Plus de 20 projets de loi adoptés lors de la fin de la session de législature de printemps. Les élus manitobains sont restés plus tard lors de la dernière journée de la session législative du printemps pour approuver plus de 20 projets de loi. L'un des projets de loi adoptés facilitera la saisie des biens des criminels, notamment les véhicules modifiés pour y dissimuler des compartiments destinés à contenir des drogues et d'autres produits de contrebande. Une autre nouvelle loi supprime l'interdiction sur la culture du cannabis à des fins personnelles dans la province. Le gouvernement indique que ce changement permet au Manitoba de s'harmoniser avec la majorité des provinces, à l'exception du Québec. L'opposition progressiste conservatrice s'est opposée à ce changement, estimant que cela pourrait faire en sorte que le cannabis soit plus accessible aux enfants. Des zones tampons seront établies autour des cliniques d'avortement dans lesquelles les manifestations ne sont pas autorisées grâce à une loi qui est similaire à celle qui a été adoptée en Colombie-Britannique. Une nouvelle loi interdira aux délinquants sexuels ayant été condamnés de changer de nom. À travers une autre loi, les bénéficiaires de l'aide sociale pourront aussi avoir accès à des informations pour adultes pour mieux les aider à trouver du travail. Une grande partie de l'agenda du gouvernement néo-démocrate sera cependant reportée à l'automne. Ainsi, un projet de loi omnibus qui a pour but d'établir les mesures budgétaires du gouvernement provincial ne passera pas au vote final avant la reprise de la session législative en octobre prochain. Ce projet de loi, qui aura pour nom Loi d'exécution du budget et modifiant diverses dispositions législative en matière de fiscalité de 2023, a été critiqué par l'opposition car le gouvernement provincial y a ajouté plusieurs initiatives non budgétaires comme l'interdiction d'avoir recours à des travailleurs de remplacement pendant les conflits du travail. 4 autres projets de loi sont également en suspens jusqu'à l'automne. Vente de viande non inspectée à Calgary. L'enquête de la Gendarmerie royale du Canada mène à des accusations. À la suite d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada, 4 résidents de Calgary font face à une série d'accusations liées au non-respect des règles provinciales relatives à l'inspection des viandes, à la délivrance de permis, au transport et à la vente. Par voie de communiqué, la Gendarmerie royale du Canada indique que 3 hommes sont notamment accusés de ne pas avoir fait inspecter les animaux avant l'abattage, d'avoir fait le commerce de bétail sans être titulaire d'un permis et d'avoir vendu ou offert de vendre, de transporter ou de livrer de la viande non inspectée. Une 4e personne a été accusée de vendre, d'offrir à la vente, de transporter ou livrer de la viande non inspectée. Les 4 hommes doivent comparaître devant la Cour de justice de l'Alberta à Strathmore le 24 juin. La police fédérale affirme que des moutons et des chèvres ont été achetés au marché et transportés vers des propriétés rurales à Mountain View, Rocky View et dans le comté de Wheatland où les animaux auraient été abattus
abattus illégalement. La police fédérale indique que des inspections ont été effectuées dans la ferme concernée et dans les magasins. Cela a conduit à l'émission d'ordonnances de fermeture de 7 épiceries et à la révocation de 2 permis d'abattage à la ferme. En avril, 8 points de vente de viande sous halal de Calgary ont été contraints de fermer leurs portes à la suite de l'annonce par la Gendarmerie royale du Canada d'une enquête sur le commerce illégal de bétail et les opérations d'abattage illégales. Quelques jours plus tard, les autorités sanitaires ont annulé les ordres de fermeture de 7 de ces commerces après que toute la viande non inspectée eût été détruite et que les installations eurent été nettoyées sous surveillance. Les nouvelles règles sur la chasse à l'orignal et au caribou provoquent des mécontentements. Les chasseurs critiquent les récents changements décidés par le gouvernement provincial pour limiter la chasse au caribou et à l'orignal dans le nord de la Colombie-Britannique. Révisées tous les 2 ans, les réglementations de chasse ont été modifiées en mai pour réduire le nombre de chasseurs dans le nord-ouest de la province. Certains chasseurs comme Richard Weld de Salmon Arm estiment que ces mesures ne résoudront pas les problèmes visés. Désormais, les zones de chasse au caribou dans les régions de Skeena et Dominica sont à accès limité, déterminés par tirage au sort. Des changements similaires concernant l'orignal dans plusieurs régions, notamment l'Okanagan et Skeena. Adam Ford, chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique, explique que ces zones à accès limité visent à réduire le nombre de chasseurs. Jesse Zeman, directeur général de la Fédération de la conservation de la faune de la Colombie-Britannique, conteste cette approche, affirmant que la diminution des populations d'élans et de caribous n'est pas due aux chasseurs. Il critique la province pour s'être appuyé sur des consultations plutôt que sur des données scientifiques, malgré l'opposition de nombreuses parties prenantes. Peter Lee, porte-parole du ministère de la Gestion de l'eau, de la terre et des ressources naturelles, soutient que les règlements sont fondés sur des données scientifiques. Ces mesures suivent la fermeture de la chasse au caribou et les changements drastiques apportés à la chasse à l'orignal dans la région de Peace en 2022, réduisant de moitié le nombre de chasseurs d'orignaux et les récoltes dans le nord-est de la province. Des études partiellement financées par la province identifie l'exploitation forestière, la construction des routes, les incendies de forêt et le changement climatique comme les principales causes de la perte d'habitat des caribous, entraînant leur extinction. Entre 1991 et 2023, les populations de caribous ont diminué de moitié. Des manifestantes veulent le maintien du programme de sages-femmes à Yellowknife. Une douzaine de femmes accompagnées de quelques hommes ont brandi pancartes et banderoles devant l'Assemblée législative des territoires du Nord-Ouest jeudi pour protester contre les coupes auxquelles souhaite procéder le gouvernement dans son programme de sages-femmes de Yellowknife. Dans son récent budget, la ministre des Finances, Caroline Wazonek, a proposé de retrancher 990 000 $ dans ce programme pour se concentrer sur les collectivités, ce qui reviendrait à mettre un terme à ce service de naissance dans la capitale. Créé en 2021, ce programme avait pour but d'embaucher 4 sages-femmes pour accompagner les services de naissance existants à Yellowknife et fournir des soins à Delta, Nidilo et à Beshoko. Malgré les 3 années qui se sont écoulées depuis sa création, le programme de Yellowknife n'a jamais été pleinement mis en œuvre. Des services ont été offerts par intermittence, mais il n'a pas permis de constituer une équipe permanente de sages-femmes. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la décision de la ministre Caroline Wazonek d'y mettre un terme. Les coupes proposées dans le budget ne toucheraient toutefois pas les services de sages-femmes offerts à Hay River et à Fort Smith. Ces 2 collectivités comptent 2 sages-femmes autorisées, en plus d'autres postes qui sont actuellement vacants. Selon la ministre de la Santé, Lessa Simler, une autre des raisons à l'origine de la décision du gouvernement est le désir d'axer le soutien aux communautés qui n'ont pas d'autres options de naissance. En revanche, à Yellowknife, plusieurs résidentes croient que les coupes auront plutôt l'effet inverse et rendront plus difficile le recrutement de personnel dans les collectivités à l'extérieur de la capitale. Les députés territoriaux voteront le budget d'ici à la fin de la séance de printemps, le 13 juin. Grippe aviaire, les chasseurs appelés à la vigilance au Nunavut. La migration des oiseaux migrateurs vers le Grand Nord bat son plein depuis ces dernières semaines. Les autorités sanitaires du Nunavut demandent aux chasseurs de faire preuve de vigilance face aux animaux qui pourraient être atteints de la grippe aviaire H5N1, toujours en circulation parmi les oiseaux et certains mammifères sauvages. Le virus H5N1 a été observé pour la première fois au printemps 2022 au nord du 60e parallèle. Au Nunavut, les cas confirmés et suspectés à ce jour touchent exclusivement
exclusivement des oiseaux. Le gouvernement du Nunavut collabore avec le Réseau canadien pour la santé de la faune, dont les laboratoires se trouvent dans le sud du pays pour l'analyse des échantillons prélevés à travers le territoire. Jusqu'à présent, le nombre de cas a été relativement faible dans le nord du Canada par rapport aux provinces du sud, a indiqué le ministère de la Santé lundi. Rien n'indique que le virus puisse se transmettre à l'humain par la consommation d'oiseaux ou d'œufs entièrement cuits. Il demande toutefois aux résidents, notamment aux chasseurs, de prendre des précautions pour limiter la propagation du virus et le risque d'exposition. Le ministère recommande de porter des gants et de se laver les mains au savon et à l'eau chaude et de nettoyer les vêtements et l'équipement utilisés dès que possible. Il prie aussi les chasseurs d'être à l'affût de symptômes qui peuvent laisser présager que l'animal est atteint de l'infection, comme des tremblements ou un manque de coordination, un gonflement à la tête, au cou et aux yeux, ou encore des signes de nervosité. La grippe aviaire a été détectée chez un goéland argenté près de Sanikiluaq en septembre 2022, puis chez une buse pattue près de Rinkin Intel en juin 2023, selon le Réseau canadien pour la santé de la faune. Le fil sportif. La Ligue de baseball de l'Ouest canadien a de nouveau une équipe à Saskatoon. Après 10 ans d'absence, Saskatoon a de nouveau une équipe de la Ligue de baseball de l'Ouest canadien avec l'arrivée des Saskatoon Berries. Depuis le début de la saison fin mai, le public est au rendez-vous. Plus de 2000 spectateurs ont assisté aux matchs à domicile disputés jusqu'ici par les Saskatoon Berries. Les précédents matchs joués à Saskatoon dataient de 2014, année du départ des Yellow Jackets. C'est un retour à la maison pour Andrew Albers, originaire de North Battleford. Il a porté le maillot des Yellow Jackets en 2004. Le coup d'envoi du match d'ouverture Elks Rough Riders avancé. La qualification des Oilers d'Edmonton en finale de la Coupe Stanley force la Ligue canadienne de football à revoir ses plans. Le match d'ouverture entre les Elks d'Edmonton et les Rough Riders de la Saskatchewan au stade Commonwealth de la capitale albertaine samedi est avancé à 2h p.m. La décision a été prise pour que les Edmontoniens puissent regarder les matchs de leurs deux équipes locales. Le duel de football était initialement prévu à 5h p.m. Le botté d'envoi marquera le début de la 75e saison de l'histoire des Elks d'Edmonton. Hockey Canada a créé un comité pour faire davantage rayonner le hockey féminin. Hockey Canada met sur pied un comité directeur afin de continuer à faire grandir et rayonner le hockey féminin au pays. 15 personnes seront responsables de rechercher et d'éliminer les lacunes du système actuel, affirme l'organisation. Cette annonce a été faite à Winnipeg vendredi dernier dans le cadre du congrès printanier de Hockey Canada qui se déroule en même temps que le symposium sur le hockey féminin. Après des consultations auprès des membres de Hockey Canada, le comité prévoit dans un premier temps de publier un document de discussion sur le hockey féminin au début de l'été 2024. Hockey Canada affirme que le grand public pourra notamment contribuer à l'étude. Les Oilers d'Edmonton passent en finale de la Coupe Stanley. Les Oilers ont remporté le 6e match de la série finale de l'Ouest par le pointage de 2-1 dimanche pour ainsi éliminer les Stars de Dallas. Edmonton retrouvera en finale de la Coupe Stanley les Panthers de la Floride qui ont éliminé les Rangers de New York aussi en 6 rencontres. Connor McDavid et ses coéquipiers ont remporté le trophée Clarence S. Campbell et comme l'avaient fait les Panthers samedi avec le trophée Prince de Galles, les Oilers ont décidé de ne pas toucher au trophée. Les Oilers et les Panthers se sont affrontés en 2 occasions cette saison. L'équipe albertaine a perdu les 2 rencontres disputées en novembre et en décembre. Wild FC, l'équipe professionnelle de soccer féminin à Calgary, voit le jour. L'équipe de Calgary, membre de la nouvelle Ligue professionnelle de soccer féminin du Canada, a dévoilé son identité à grande pompe jeudi. Le Wild FC fera ses débuts lors de la saison inaugurale de la Super Ligue du Nord prévue pour 2025. Les couleurs de l'équipe, le violet fluo et le rouge, représenteront les couchers de soleil et la tour de Calgary, 2 symboles forts de la ville. Le logo affiche quant à lui un hibou, animal emblématique de l'Alberta, formé par la lettre W qui rappelle le nom de la formation. Le drapeau ténois a flotté lors de la finale de l'Association de l'Ouest en Alberta. Un père et son fils de Fort Smith au territoire du Nord-Ouest ont attiré l'attention sur les médias sociaux en brandissant fièrement le drapeau ténois lors de la finale de l'Association de l'Ouest dimanche à Edmonton. William Michaud et son fils Joseph étaient assis derrière la baie vitrée durant la partie qui a permis aux Oilers d'Edmonton d'obtenir leur laissez-passer pour la finale de la Coupe Stanley en éliminant les Stars de Dallas. Tout au long de la partie, les caméras de télévision les ont montré brandissant fièrement le drapeau des territoires du Nord-Ouest. Ce fil d'actualité est produit par l'Arco en collaboration avec Boreal FM en Alberta. Ce projet est financé par Patrimoine canadien.